Bonjour et bienvenue sur ce webinaire que nous organisons dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Alors j'espère que vous m'entendez bien et vous pouvez me le signaler directement dans le chat. Et puis merci donc pour les réponses. Et vous avez aussi un onglet questions. Si vous avez des questions, il y a un grand bouton poser une nouvelle question. Si, cet onglet permet aussi de voir, hein, les questions qui ont été déjà posées par d'autres et voter pour des questions qui vous intéressent. Nous avons prévu une trentaine de minutes de présentation et peut-être, un temps d'échange par la suite, donc n'hésitez pas. Donc ce webinaire est organisé dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle qui ont commencé déjà lundi dernier. Donc on est bien dans la deuxième semaine de cet événement, de l'année 2022. Les semaines de l'évolution professionnelle, c'est déjà la troisième année que nous organisons ça avec plusieurs organisateurs, donc l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution BGE Guayane, Inter-RH Corse, Axis Martinique, qui sont tous les opérateurs du conseil en évolution professionnelle des salariés du privé, et des indépendants. Donc c'est un événement gratuit, 100% digital. Vous avez peut-être, vous-même participé déjà à certains événements et l'objectif, c'est de proposer plus de 100 webinaires thématiques sur, les thématiques liées à l'évolution et reconversion professionnelle. Donc, on essaie de faire intervenir des métiers qui, peuvent vous conseiller, sur vos projets d'évolution professionnelle, sur vos projets de création d'entreprise, sur, les différents aspects de l'évolution professionnelle. Il y a aussi des webinaires qui permettent de découvrir des métiers. Si vous n'avez pas encore participé à ces webinaires, n'hésitez pas à regarder le programme sur le site des semaines en évolution professionnelle. Il reste encore aujourd'hui, demain et après-demain. Peut-être que vous trouverez un autre webinaire qui pourrait vous intéresser. Mon nom, c'est Thomas Sprlak. Je travaille en tant que manager de service conseiller en évolution professionnelle à un Grand Est. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler de tout ce qui est sentiment d'épuisement, tout ce qui est burn-out, bore-out et brown-out. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment éviter? Comment faire attention à soi au travail? Voilà, ce webinaire ne va pas tout couvrir, mais peut-être, pourra vous donner déjà quelques premiers conseils pour, qui peut vous aider et effectivement par la suite, dans beaucoup de cas, il convient d'aller voir un professionnel. Donc commençons, bon, c'est pas des thématiques très joyeuses, mais commençons déjà par le premier et c'est le burn-out. Donc dans la première partie, le burn-out, déjà c'est quoi? On va expliquer en quoi c'est un syndrome à 3 dimensions, en quoi consistent les syndromes du burn-out et puis, qu'est-ce qu'on peut faire avec effectivement pour se soigner, pour faire attention à soi en cas de burn-out. Alors effectivement, c'est un syndrome qui est pas très, ça fait déjà quelques années que ça a été, conceptualisé par un psychologue, par un psychiatre américain, et la définition du burn-out, c'est un syndrome d'épuisement émotionnel, de dépersonnalisation et de réduction de l'accomplissement personnel qui apparaît chez les individus qui sont impliqués professionnellement auprès d'autrui. Donc ça veut dire quoi? Quand on s'investit énormément dans quelque chose, et que ça ne porte pas forcément ses fruits, on peut se retrouver dans ce sentiment qui effectivement se caractérise à travers de 3 dimensions. Donc on a l'épuisement émotionnel, ce qui correspond au manque d'énergie, au sentiment que les ressources émotionnelles sont épuisées, à une démotivation pour son travail et ce sentiment, enfin, d'épuisement émotionnel occupe un rôle central dans le processus de burn-out. Deuxième sentiment, c'est la dépersonnalisation, c'est-à-dire le développement d'attitudes impersonnelles, détachées, négatives envers les personnes dont on s'occupe. Ça peut être des patients et des usagers. Je sais pas, vous avez peut-être eu l'expérience, vous connaissez quelqu'un qui était un passionné, qui s'engageait dans une association qui aidait, un type de public, et qui, au fil des années, peut devenir, presque cynique, détaché, négatif. Bah, ça peut être une signe de burn-out. Et puis, réduction de l'accomplissement personnel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on dévalorise son travail et ses compétences. On a l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne plus y arriver. Voilà, donc
Si je résume, c'est un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeants sur le plan émotionnel. Donc, nous avons déjà parlé de ces 3 dimensions. Donc on répète épuisement émotionnel, donc souvent une fatigue extrême, cynisme vis-à-vis du travail, avec une attitude négative des engagements et diminution d'accomplissement personnel au travail, sentiment, d'inefficacité. Alors, en résumé, il s'agit d'une sorte, d'érosion tripartite, donc syndrome d'épuisement professionnel, qui se traduit donc à la fois par une érosion de l'engagement. Donc voilà, je suis épuisé, donc je m'engage moins dans mon travail. Érosion des sentiments, voilà, il y a une sorte de cynisme qui peut s'installer et puis, l'érosion de l'adéquation entre le poste et moi-même. Donc ça peut être parfois, vécu comme une crise personnelle. Bah, finalement, j'ai pensé que j'étais fait pour ce poste. Au début, c'était très bien et finalement, je me rends compte que enfin, j'ai l'impression que c'est plus du tout le cas, qu'il y a une inadéquation entre le poste et ce que je veux, ce que je sais faire, ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc c'est un état qui est assez enfin, très, très pénible, à vivre est potentiellement très dangereux parce qu'il y a plein de symptômes qui vont avec, c'est tels que troubles du sommeil, fatigue chronique, même, des tensions musculaires avec des douleurs, rachidiennes au niveau du dos, de la nuque. Ça peut se traduire par une prise de poids, des maux de tête, même des nausées, des vertiges. Il y a effectivement des manifestations cognitives, c'est-à-dire des troubles associés tels que la capacité de traiter de l'info. On a l'impression d'oublier les choses, on n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive plus à faire plusieurs tâches à la fois. Il peut y avoir des manifestations au niveau de notre comportement où on se replie sur soi-même, on peut s'isoler, voire devenir agressif, c'est-à-dire on est moins tolérant à la frustration quand quelque chose ne va pas, on lâche vite, on abandonne vite. Hem et même, on peut devenir hostile à l'égard de ses collègues, avec lesquels ça se passait bien avant. Et puis au niveau de la motivation, bien évidemment, il y a forcément une baisse de motivation, morale en berne, même effritement des valeurs, associées au travail. On se questionne, on a l'impression d'être pris au piège, on doute de ses compétences, on se dévalorise. Alors c'est vrai que ces manifestations ne sont pas propres qu'au burn-out. Ces manifestations peuvent caractériser aussi une exposition prolongée à plusieurs facteurs de risques psychosociaux et peuvent s'apparenter aussi à des symptômes de stress chronique. Donc, il faut bien différencier. Est-ce que je suis dans un stress prolongé voilà, qui aussi peut avoir ces manifestations ou est-ce qu'il s'agit vraiment du burn-out? Parce que c'est pas la même chose. Même si les facteurs de risque sont similaires, la principale différence, c'est l'engagement au travail. Quand je suis, même si on est en stress, on peut rester engagé au travail. Alors que dans le burn-out, il y a vraiment, un un désengagement par rapport à son travail. Alors comment prévenir et qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire? Alors, ça c'est compliqué. Bah, déjà être au courant, se former, regarder ce que c'est et veiller à sa charge de travail. Bien essayer de dimensionner. Essayer d'avoir un soutien social dans son collectif, avoir, des marges de manœuvre, s'assurer d'avoir une reconnaissance au travail, être clair par rapport aux critères, de qualité dans son travail. Alors c'est pas évident parce on n'est pas forcément, c'est des facteurs qui sont pas forcément toujours, dans notre contrôle. Donc on va se donner encore, quelques autres astuces à la fin. Donc passons à la deuxième problématique dont on voulait parler aujourd'hui et c'est le bore-out. Donc pareil, on va parler de la définition. C'est quoi? Ça vient de quoi? Quels sont les risques associés? Et puis comment en sortir? Alors bore-out, c'est quelque chose de plus récent,
Ça vient de 2007 et il y a relativement peu de littérature, mais vous si vous parlez anglais, to be bored, ça veut dire: «Je m'ennuie», s'ennuyer. Donc en gros, on peut traduire «s'ennuyer à mourir». Donc on peut rigoler, parce que enfin, ça peut paraître, anodin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire: «Oh, je suis au travail, mais effectivement, j'ai l'impression de ne rien faire, je n'ai rien à faire, je passe du temps à tourner en rond». Et effectivement, à long terme et même à moyen terme, ça peut être, très, très pénible. Donc voilà, c'est un état émotionnel qui est désagréable, un état de faible stimulation, un état d'insatisfaction qui est engendré par la situation de travail qui n'offre pas assez de sollicitations. Donc comment ça se traduit? Il y a c'est par une situation de travail passive qui combine peu d'exigences au poste de travail et peu de latitude décisionnelle, marge de manœuvre. Déjà, je ne peux rien faire pour que ça change. Hem, Ça peut être, des tâches monotones, des tâches répétitives, une sorte de sous-charge qualitative ou des tâches de surveillance où il y a une certaine sous-charge quantitative. Et puis il y a une, rupture du temps, une rupture, dans l'espace, une rupture des frontières du métier. Ça veut dire quoi? Rupture du temps, c'est-à-dire, des rythmes des activités quotidiennes, rupture dans l'espace en termes d'organisation de travail, heu rupture des frontières du métier en termes de périmètre des compétences, savoir-faire, formation. Alors c'est très, pénible comme état parce que, il y a des risques psychosociaux multifactoriels qui sont associés à cet état. Donc déjà, la crainte du regard social. C'est vrai que quand on nous demande, quand on se présente, souvent, on dit, ce ce qu'est-ce on dit son métier, qu'est-ce qu'on fait dans sa vie? Donc la question: «Que faites-vous dans la vie?» c'est une question clé pour nouer un contact avec un inconnu. Et voilà, si on a l'impression de ne servir à rien ou de ne rien faire dans son travail, forcément, il y a un impact sur l'identité. Même il y a une sorte d'idéologie morale qui dit voilà, enfin, on connaît bien le «tout peine mérite salaire» ou voilà, on est dans une société qui a le travail comme valeur. Bon, on peut en discuter, est-ce que c'est bien ou pas bien? En tout cas, ça peut être parfois stigmatisé d'être, «feignant» entre guillemets. Et bien sûr, il y a des risques, organisationnels pour l'organisation parce que c'est c'est un état qui est dangereux pour les salariés et pour l'organisation. Et puis, voilà, en termes de ma vie professionnelle, c'est une sorte de perte de repère. C'est-à-dire, voilà, c'est quel est mon métier, vers quoi je peux évoluer? Voilà donc, j'ai récemment, parlé avec un collègue, un ancien collègue avec qui j'ai travaillé, qui finalement a décidé de partir vers de nouveaux horizons. J'ai rencontré, 3 mois suite à, son départ. Donc il a commencé à travailler dans une grande, organisation, enfin c'était un organisme public. Donc quand ils l'ont recruté, il était chargé de développer, un projet de promotion des métiers, d'un certain secteur. Bon, je peux le dire, c'est-à-dire les métiers du bois. Donc il a travaillé, sur le projet, sauf qu'il s'est vite rendu compte que, toute action, toute idée doit passer par des différents étages de validation, plein de responsables d'agences qui devaient valider et finalement, au bout de 3 mois où il s'est investi au début, il s'est rendu compte que ça n'avance nulle part et du coup, il venait au boulot à 8h30 et il restait assis devant son ordi jusqu'à 16h30 à attendre une décision, à attendre que quelque chose bouge et il en souffrait énormément. Donc il a décidé de ne pas prolonger, son CDD et de partir parce qu'il en pouvait plus et on le voyait sur lui-même vraiment, c'était un collègue très, très compétent, très, très enfin qui prenait beaucoup d'initiatives et il commençait à douter de soi, de ses compétences. Donc effectivement, ça peut être très dévastateur. Un troisième syndrome dont on voulait parler aujourd'hui, c'est le burn-out. C'est quoi? Alors ça, c'est quelque chose, de très intéressant et de très récent et en même temps, qu'on voit de plus en plus. Alors vous avez peut-être entendu parler de la notion des jobs à la con, ou des bullshit jobs. Excusez-moi pour l'expression, mais effectivement, c'est un
il était quoi? Un Américain qui s'appelle David Graeber, qui est venu avec cette notion, et il dit que voilà, aujourd'hui, la société a créé plein, plein, plein de métiers, plein de postes où les gens ont l'impression de ne servir à rien, de n'apporter rien. Alors on peut être débordé, on peut faire plein, plein d'activités, plein de tâches, mais finalement, si on regarde de plus près, quelle est la valeur ajoutée de ce travail? On a parfois du mal, et ça mène à cette notion de burn-out. Parce qu'effectivement, le sens, c'est quelque chose d'important pour être heureux, pour avoir une sorte de joie de vivre. C'est quelque chose qui nous donne parfois la motivation de se réveiller tous les matins. Et le burn-out, justement, c'est la pathologie du sens. C'est la conséquence directe de ce que de cette notion de l'anthropologue David Graeber, des bullshit jobs. Il a défini en 2013. Donc la cause principale, c'est une incompréhension croissante par rapport aux finalités, aux objectifs du travail à effectuer. Donc c'est la souffrance qui a des conséquences graves sur l'individu, parce que ça va venir impacter le comportement, l'appréhension du monde réel et la santé, et tout cela va déséquilibrer, et il peut y avoir des symptômes d'épuisement psychique et même physique qui apparaissent. Alors, contrairement aux autres, au burn-out et au bore-out, une personne en brown-out est toujours fonctionnelle et peut rester active. Elle a cependant un sentiment d'absurdité de son travail. Elle n'est pas en surcharge, elle ne s'ennuie pas, elle est juste déçue, incomprise, saoulée, la perception qu'on a est celle d'un travail dénué de sens. Il en découle une certaine lassitude ou un cynisme de celui ou celle qui en est victime. Alors pour l'entreprise, bien sûr, c'est important. Alors, quels sont les symptômes, ou comment on peut identifier que ça nous concerne? Donc c'est le stress, la dépression, les troubles de santé physique, donc il peut y avoir des somatisations, et aussi, les signes de détresse et de dépression peuvent être, des signes de souffrance au travail. Et souffrance au travail entraîne bien souvent des risques d'erreurs, des oublis, une diminution d'efficacité et des risques accrus d'incidents du travail. Donc voilà, mais on peut voir bon, les facteurs qui sont listés ici: perte de plaisir dans l'activité, où on a plein, plein de tâches, plein de messages d'urgence, on passe d'une chose à l'autre, on fait plein de choses à la fois, mais finalement on ne comprend pas à quoi ça peut servir, tout ça. Donc ici, si vous vous sentez concerné, ce qui peut être intéressant, c'est de demander conseil aux professionnels de l'orientation, de la santé, vos interlocuteurs. Bon, ça peut être le RH, même si ça peut parfois être difficile, le CSE, votre manager, mais aussi la médecine du travail, conseiller en évolution professionnelle, les centres de bilan de compétences, centres de santé au travail. Comment en sortir? Bon, effectivement, se poser des questions, peut-être se recenser sur l'essentiel. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire? Quel type d'activité garde encore un sens pour moi? Qu'est-ce que je peux apporter? Quelles sont mes motivations, heu et mes valeurs? Et peut-être pas forcément regarder ça dans son métier, sur son poste actuel, mais aussi explorer tout ce qui est autour, tout ce qui est aussi extra-professionnel, peut-être, la famille. Peut-être, ralentir, regarder qu'est-ce qui est important dans mon travail, sur quoi je peux me focaliser. Vous connaissez certainement le principe de Pareto, c'est-à-dire, c'est souvent, les 20 de ce qu'il y a à faire qui vont avoir 80 de l'impact. Donc peut-être filtrer, arrêter de passer d'une chose à l'autre, arrêter de gérer toujours les urgences, et adopter ce qu'on appelle, le slow working. Ça ne veut pas dire travailler moins bien ou travailler moins, mais ralentir et se focaliser sur l'essentiel. Peut-être en parler avec ses collègues, pour leur poser la question: qu'est-ce qui a le sens pour vous? Rencontrer peut-être d'autres professionnels qui sont sur le même poste que moi, sur LinkedIn ou ailleurs, pour voir qu'est-ce qui est important pour eux, comment eux ils vivent cette situation. Et puis effectivement, parfois,
la solution de «dernier recours» entre guillemets, c'est tout simplement de bon tout simplement, c'est jamais pas c'est rarement simple, mais partir, quitter, changer, de l'entreprise, de métier ou complètement, d'orientation. Et ça nous fait une belle transition sur, la fin de nos diapos. On souhaitait vous présenter, ce service qui s'appelle Conseil en évolution professionnelle. Justement, c'est quoi? C'est un service qui existe depuis 2014 et qui a été renouvelé en 2020. C'est un service public qui est donc gratuit, qui permet à tout le monde de faire un point sur sa situation professionnelle. J'en suis où? Est-ce que ma situation actuelle correspond à ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Vers où je veux aller? Quelles sont les opportunités qui s'ouvrent à moi si je décide de changer? Hem, c'est un service qui est confidentiel, c'est-à-dire, c'est à l'initiative c'est à votre initiative, c'est pas l'initiative de l'employeur qui vous envoie là-bas, ni du service RH. Et puis tout ce qui est dit dans le bureau avec une conseillère en évolution professionnelle reste dans le bureau. Aucune information n'est communiquée à qui que ce soit. C'est un service qui est neutre, donc les conseillers ne sont pas là pour vous juger, mais pour vous aider à mieux comprendre la situation et trouver des ressources. C'est un service qui est accessible. Par exemple, si vous êtes salarié ou indépendant et que vous souhaitez vous faire accompagner par votre opérateur régional, cet opérateur s'engage de vous proposer un rendez-vous sous 10 jours à moins de 30 kilomètres de votre domicile. Par exemple, moi, je suis basé à Grand Est. À Grand Est, on a à peu près 60 agences avec une centaine de conseillers. Et c'est la même chose dans toutes les régions, de France parce que le service est présent partout. Alors le conseiller impartial, il n'est pas là pour vous forcer de vous orienter vers les métiers porteurs, il n'est pas là pour vous dire, «Il faut faire ça» ou «Il faut faire ça». Il est là vraiment pour vous proposer une sorte de miroir structurant votre qui vous permet justement d'y voir plus clair, et de prendre une décision éclairée quant à votre avenir professionnel. Alors, en fonction de votre situation, vous pouvez être accompagné dans le cadre du conseil en évolution professionnelle par les différents opérateurs. Donc, pour les salariés du secteur privé et les indépendants, donc c'est les opérateurs régionaux. Donc là, vous voyez leur logo. Donc c'est le groupement Évolution, le réseau EVA, BGE Interaxis ou Retravailler. Si vous êtes cadre, donc en priorité, c'est APEC qui peut vous accompagner, donc Agence pour l'emploi des cadres, mais vous pouvez aussi mobiliser les opérateurs régionaux. Si vous êtes demandeur d'emploi sans activité, inscrit au Pôle emploi, c'est Pôle emploi votre opérateur. Par contre, si vous avez une activité à temps partiel ou une entreprise et que vous restez inscrit au Pôle emploi, vous pouvez aussi être accompagné par un des opérateurs régionaux. Pour les moins de 26 ans, c'est la mission locale, mais la mission locale s'occupe principalement des jeunes qui sont en difficulté d'insertion, où il y a des obstacles périphériques à l'emploi. Si vous êtes si vous avez moins de 26 ans, vous pouvez bien sûr aussi être accompagné par un des opérateurs régionaux, à condition d'être actif. Mais actif, ça veut dire aussi stagiaire rémunéré, ça veut dire aussi apprenti. Cap Emploi peut accompagner des personnes qui sont en situation de handicap, où le handicap est un obstacle majeur à l'emploi, où il y a une question de reclassement professionnel. Alors, on en a déjà parlé du conseil en évolution professionnelle. Alors, ce qu'il faut comprendre, que le conseil en évolution professionnelle, c'est pas, enfin, je vais caricaturer un peu, c'est pas comme un bilan de compétences. Ça ne veut pas dire forcément je vais tout plaquer, je vais tout changer. C'est vraiment toutes questions qui sont liées à l'évolution professionnelle. Est-ce qu'il y a une formation que je pourrais faire qui me permettrait d'évoluer? Est-ce que je veux créer ou reprendre une entreprise? Est-ce que j'ai des compétences qui ne sont pas aujourd'hui certifiées? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait pas, une validation d'acquis d'expérience à faire? Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité d'évolution dans mon entreprise? Ou est-ce qu'il serait possible de rester dans mon secteur, mais changer une autre entreprise qui va être plus peut-être en, en accord avec mes valeurs, avec mes aspirations, ou tout simplement, je sais que d'ici quelques semaines, quelques mois, je vais avoir mon entretien professionnel. Il faut que je me prépare à ça parce qu'effectivement, j'ai une idée de projet dans mon entreprise et je veux en parler à mon manager, je veux préparer mon argumentaire, ou tout simplement,
je ne trouve plus de sens dans ce que je fais. Je suis en burn-out, il faut que je recadre, enfin que je reprenne un peu de la hauteur pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire, j tout simplement faire le point. Tout ça, c'est des bonnes raisons pour aller voir, une conseillère en évolution professionnelle. Alors ou un conseiller. Comment ça se passe? En règle générale, il y a un premier rendez-vous qui dure entre 1h30 et 2 heures en fonction de votre situation. Ça peut paraître long, mais effectivement, le conseil en évolution professionnelle, c'est pas comme aller, dans un supermarché ou une banque. C'est vraiment ce temps est nécessaire hem, pour poser les choses à plat. Pour, exprimer sa demande et son besoin et puis effectivement aussi accéder à un premier niveau d'information par rapport à sa situation. Ça peut être sur les métiers, sur l'offre de formation, sur l'environnement professionnel, les différents droits que vous avez acquis, dans votre carrière en termes de financement de la formation et puis, identifier les démarches possibles et éventuelles en cas d'une suite et puis ça peut s'arrêter là, mais, c'est rarement le cas. Souvent, les personnes continuent à être accompagnées pour travailler leur projet, formaliser le projet. Le conseiller en évolution professionnelle peut vous accompagner jusqu'à la mise en œuvre de votre projet. En fait, ça peut être un référent tout au long de votre vie professionnelle. Comme certains d'entre vous, vous avez peut-être votre conseiller financier. Voilà, dès qu'il y a un problème ou dès qu'il y a un achat ou un investissement, vous allez le mobiliser. L'idée du conseiller en évolution professionnelle, c'est ça. Tout au long de sa carrière, je peux avoir un référent avec qui je peux consulter et qui pourra me mettre à ma disposition des ressources parce qu'effectivement, c'est assez complexe. Il y a plein de droits en termes de formation qui existent en France, mais quand on cherche des choses sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Parfois, on a du mal à se retrouver et le conseiller est vraiment là pour essayer de vous apporter la réponse pertinente à votre problématique personnelle. Comment prendre rendez-vous? C'est très, très simple. Sur le site mon-du-6cep.org, vous allez rentrer votre situation, votre code postal et le site va vous ressortir les agences et les contacts autour de vous, où vous pouvez prendre rendez-vous tout simplement. Alors les rendez-vous sont proposés en présentiel, mais aussi en distanciel. On essaie de proposer aussi des créneaux du soir et le samedi matin, par exemple, justement pour que vous ne soyez pas obligés de prendre des congés. Et on essaie de vous proposer voilà, un rendez-vous sous 10 jours, toujours gratuit, toujours confidentiel. Et voilà, ça nous amène au dernier diapo. Je vous remercie de votre attention et nous prendrons du temps pour regarder les questions. Alors, je vais répondre aux questions auxquelles j'ai une réponse. Combien de rendez-vous maximum pour un CEP? Alors, il n'y a pas de, pas de nombre maximum de rendez-vous. Si vous êtes accompagné par un opérateur régional, la durée moyenne de l'accompagnement, c'est 6-8 heures. Mais effectivement, ça dépend. Ça peut être plus, ça peut être moins en fonction de votre situation. Sachez aussi que c'est un service itératif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez revenir plusieurs fois. C'est-à-dire, voilà, vous voulez juste faire un point, identifier les possibilités d'évolution. Le conseil vous accompagne sur quelques rendez-vous pour faire le tri dans vos valeurs, dans vos motivations, dans les possibilités. Ça peut s'arrêter là, parce que pour le moment, vous vous dites, bon, c'est pas le bon moment, finalement, ça va mieux dans mon entreprise, mais vous pourrez venir 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans après pour dire, bah, ok, bah, maintenant, je suis prêt, je vais me lancer, je veux me former, et l'accompagnement reprend.
Donc voilà, c'est pas une prestation comme un bilan de compétences où il y a 24 heures et puis ça s'arrête. Ici, ça peut être tout au long de votre vie professionnelle. Ça ne veut pas dire que vous allez voir votre conseiller comme pour faire des cours de piano 2 fois par semaine pendant 2 ans. Bon, c'est pas ça l'idée, mais effectivement, le système est très, très flexible et s'adapte à votre besoin. Après un burn-out, un CEP peut-il être utile pour préparer sereinement l'entretien professionnel de reprise après un arrêt maladie? Alors je pense que c'est une, bonne idée effectivement. Voilà, vous aurez votre entretien de reprise, hem, mais ça pourrait aussi être intéressant de contacter un conseiller en évolution professionnelle pour se préparer. Et pour voir, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux garder ce boulot ou pas? Est-ce que comment je communique de ma situation avec mon manager? On oui, oui, donc je pense que c'est une très bonne idée. Alors une question très spécifique, si on est cadre handicapé de moins de 26 ans, quel organisme est compétent? Alors, vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir soit APEC, soit Cap Emploi, soit un de vos opérateurs régionaux. Ça dépend. Si votre handicap, nécessite, des adaptations au poste ou un reclassement professionnel, vous pouvez vous orienter vers Cap Emploi. Si par contre, c'est vous êtes reconnu ou pas reconnu handicapé, mais que c'est un handicap qui n'impacte pas, de manière grave votre capacité à travailler, vous pouvez choisir un opérateur, régional ou APEC. Beaucoup d'entreprises ne prennent pas en charge ou pas en compte ces problèmes. Effectivement, c'est vrai. Une personne peut-elle être victime de burn-out, surcharge de travail et burn-out, manque de sens, l'impression d'être inutile en même temps? Alors, c'est 2 choses qui sont différentes mais similaires. Et burn-out, souvent on le heu, burn-out entre guillemets, c'est potentiellement plus impactant, dans le sens où, où, où ça peut conduire à une dépression. Brown-out aussi, mais dans le cas d'un burn-out, ça va souvent, plus rapidement. Mais effectivement, les symptômes sont très, très similaires. Alors, des replays des webinaires sont-ils disponibles? Oui, tout à fait. Vous allez recevoir d'ailleurs quelques minutes ou quelques heures après la fin de ce webinaire, le lien pour télécharger le replay, pour regarder le replay de ce webinaire. Ah, j'adore. Trop de réunions aussi peuvent conduire à alors il n'y a pas de contexte, mais c'est vrai que la réunionite aiguë, parfois, ce n'est rien d'autre que tourner en rond et ça sert, pas toujours à grand chose, hein. J'accompagne alors un témoignage: «J'accompagne un bilan de compétences des personnes suite à un épuisement professionnel depuis 20 ans. Il me semble que dans certains cas, il s'agit justement de personnes qui n'arrivent pas à se désengager. Voir Christophe Dejour: "J'ai très mal au travail"». Alors je ne connais pas, je ne sais pas si c'est un livre, mais voilà, je vous partage le témoignage. Un un autre exemple, un manager qui extrapole ah pardon: «Bonjour, il y a certainement quelques étapes que le salarié en question vit avant le burn-out. Je me demande comment faire face au mieux à un manager nocif. Par exemple, méthode et paroles vexatoires et rancunier. Autre exemple, un manager qui extrapole en permanence un petit fait pour servir sa communication de dévalorisation». C'est compliqué effectivement. Là, il y a 2 possibilités. Soit, vous arrivez à faire avancer le problème dans l'entreprise, c'est-à-dire en parler à quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance, RH, ou CSE. Hem, mais bon, ça peut vite tourner, en votre défaveur potentiellement, mais il y a des instances qui
qui peuvent nous protéger. Mais effectivement, à long terme, cette situation, c'est sûr, de ma propre expérience, c'est extrêmement, nocif et parfois, il vaut mieux partir parce qu'à long terme, ça ne peut pas rester sans impact sur vous. Je vais regarder encore dans le chat. Alors c'est dommage, d'autres témoignages. C'est dommage que le médecin généraliste n'ait pas connaissance du CEP. J'ai vécu un burn-out il y a quelques années. Mon médecin, qui n'est pas plus mauvais qu'un autre, m'a arrêté, m'a proposé des médicaments, mais pas votre aide. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on essaie de communiquer avec, la médecine du travail, les médecins généralistes, pas forcément, mais vous avez raison. Alors, question intéressante, je suis en arrêt de travail, je fais un bilan de compétences, tout en étant suivi par un conseiller CEP, donc on peut faire les 2 en même temps, effectivement, oui, c'est possible, tout à fait. Alors, merci, Véronique. Site de référence souffranceettravail.com, merci pour le lien et pour la réponse. Le burn-out n'est pas dans la liste des maladies professionnelles, mais une action de demande de reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Voilà, et burn-out et dépression sont différents. Le burn-out concerne uniquement la sphère professionnelle. Merci pour cette précision. Une autre recommandation, personnellement, j'ai travaillé à partir du livre Comment rester vivant au travail de Catherine Vazet, très pratique, très utile. D'ailleurs, le sous-titre est Guide pour sortir du burn-out. Et Coralie qui répond à une question qui était posée dans le 2 questions qui ont été posées dans les questions. En première intention, il s'agit d'aller consulter votre médecin généraliste. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec un psychiatre qui est un médecin avec une spécialité. Les psychiatres sont en capacité de prescrire des arrêts de travail. Merci. Alors c'est une recommandation très importante. Le pire, c'est de ne rien faire. Le pire de se dire: «Je vais y arriver, je vais me débrouiller, ça va passer» ou bien «C'est pas si grave, c'est que le boulot». Heu, mais en règle générale, c'est ces situations-là où ça dégringole. Effectivement, il ne faut pas avoir peur d'avouer que c'est un problème et d'avouer que j'ai besoin d'aide. En parler à son médecin, voir si je peux avoir un appui, psychologique, voir si un arrêt maladie peut être utile. Alors un arrêt maladie, pas pour, fuir la situation, c'est pas du tout ça le sens. L'arrêt maladie pour se protéger, pour prendre le soin de soi. Ça peut être, on sait à quel point les petits conflits, les difficultés au travail peuvent nous impacter. Alors quand on parle du burn-out, ou du harcèlement, comme tout à l'heure décrivait quelqu'un dans les questions, c'est pas anodin, c'est très très dangereux à moyen et long terme. Donc parlez-en, cherchez de l'aide, parlez-en à votre médecin. Euh, je vais vous parler aussi d'un autre cas d'une cliente également qui était voilà, dans son travail, où ça se passait plutôt bien. Elle s'est rendue compte à un moment, parce elle a pu accéder à des fiches de paye, c'était une femme, elle s'est rendue compte que tous ses collègues masculins étaient payés 30% de plus qu'elle, alors qu'ils faisaient exactement le même boulot, sauf qu'il y en avait 2 ou 3 qui faisaient le même boulot, mais qui avaient le statut de cadre. Donc, elle a décidé d'en parler à son manager, avec qui ça s'est passé très très bien avant. Et c'est là où tout a cassé. Elle a été mise au placard. Donc, une sorte de reproche comment elle ose voilà, demander plus. De toute façon, il n'y a pas de budget. Et puis, c'était considéré comme une sorte de manque de loyauté envers l'entreprise. Et très très rapidement, ça a pris une ampleur incroyable. Donc, je lui ai conseillé également de s'arrêter. Elle est allée consulter son médecin. Elle a pendant son arrêt de qu'il a arrêté bien sûr et elle a dû au final, suivre un traitement psychologique dans un centre médico-psychologique.
Donc ça s'est très bien passé. Ça lui a permis de se reconstruire et de prendre la décision de partir. Mais, voilà, donc c'est parti d'une petite chose et finalement c'est devenu quelque chose qui est devenu très, très, dévastateur. Merci pour d'autres témoignages qu'on voit dans le chat. J'ai vécu la situation de harcèlement moral par mon supérieur, j'ai changé d'entreprise, mais pour autant, j'ai fini en situation de dépression et j'essaie de m'en sortir et envisage de changer totalement de métier. Alors oui, il faut se rendre compte que, enfin, la dépression, c'est une maladie. C'est quelque chose dont on n'est pas responsable et quelque chose qui se traite. On ne s'excuse pas quand on a la grippe ou quand on attrape le Covid. Pourtant, la dépression, souvent, c'est stigmatisé. Hein. Il y a des gens qui essaient de nous donner les bons conseils, mais vas-y, reprends-toi, c'est pas si grave, fais quelque chose. Alors, on donne pas les mêmes conseils aux gens qui ont le cancer ou une autre maladie. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a une sorte de stigmatisation qui fait que on ne mobilise pas toujours le support ou le soutien qui serait nécessaire pour en sortir de cette situation. La thérapie est le meilleur moyen de s'en sortir. Souvent, il y a des causes externes à cette souffrance et on peut reproduire des schémas de relations. Voilà, la psychothérapie suffit parfois. Voilà, c'est vrai, il n'y a pas forcément. En France, on est des grands consommateurs d'antidépressifs parce qu'on a l'impression que c'est moins cher, c'est plus rapide, alors que pas toujours, pas toujours. Et souvent, les deux se complètent. On peut suivre, et il faut que les deux se complètent. Suivre une thérapie et éventuellement prendre des médicaments, mais toujours explorer plusieurs options. Merci pour. Il y a un lien vers l'annuaire en souffrance et travail. Est-il préférable d'aller voir un psychiatre ou bien un psychologue? Le mieux, enfin, préférable, en premier, j'irai voir votre médecin traitant. Souvent, ils ont des contacts, ils peuvent. Moi, il y a quelques mois, justement, j'avais une situation difficile au travail. J'étais épuisé, voilà, j'avais des troubles de sommeil. Je suis allé voir mon médecin. Donc, il ne m'a pas arrêté, mais par contre, il m'a donné une ordonnance pour aller voir un psychologue. Alors, je me souviens plus si c'était un programme pilote, mais effectivement, il a su me conseiller un psychologue. Finalement, je ne suis pas allé le voir parce que c'est passé. Donc, voilà, je fais pas ce que je dis de faire, mais parlez-en d'abord à votre médecin traitant. Normalement, il devrait pouvoir vous aider. Effectivement, s'il peut pas, voilà, merci pour. Vous avez le lien vers l'annuaire. Essayez de trouver un psychologue. Voilà. Merci pour tous ces liens très très utiles. Beaucoup de personnes me disent que je suis un burn-out, mais je n'arrive pas à prendre la décision de m'arrêter longtemps et je n'arrive pas à savoir si je suis vraiment dans ce cas. J'ai peur que l'isolement chez moi soit pire que tout. Ça peut se comprendre. C'est pour ça qu'un arrêt maladie où on a l'impression de ne pas avancer, où on s'isole, ça peut être contre-productif. Donc voilà, comme le cas de cette cliente où l'arrêt maladie lui servait à suivre une thérapie. Après, à voir. Soit prenez rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle pour déjà en parler, faire le point. Éventuellement, si vous sentez des symptômes de dépression et les symptômes qu'on vient de voir dans le diapo, peut-être en parler à votre médecin traitant. Et si vous avez peur de quitter l'entreprise et vous retrouver un arrêt sans rien, s'il n'y a pas une situation de souffrance, s'il n'y a pas d'urgence dans l'immédiat, peut-être préparer une transition et peut-être juste le fait de changer de boîte, de métier peut aider. Et sachez qu'avec le CEP, par exemple, vous pouvez sécuriser ces transitions, déjà voir si c'est la bonne solution ou pas, et puis la préparer, la travailler. J'ai demandé une rupture conventionnelle à mon employeur car mon travail n'est plus en adéquation avec mes valeurs. J'ai été en arrêt maladie, plus de 3 mois pour dépression. Je ne vois pas comment faire autrement pour me sortir
de ce mal-être. Oui, tout à fait. C'est pas, si on reste dans une situation qui génère l'insatisfaction, qui génère de la souffrance, on s'en sortira on peut pas s'en sortir. Je vais voir d'autres questions dans l'onglet questions et merci à Coralie qui répond aussi. Alors question: «Je suis en arrêt de travail pour burn-out, je suis fonctionnaire, puis-je bénéficier du CEP?» Alors dans la fonction publique, le service est structuré un peu différemment et ça dépend dans quel service, dans quel type de fonction publique vous êtes. Contactez, la plateforme RH de votre fonction publique pour savoir, qu'est-ce qui existe comme possibilité. Malheureusement, vous ne pouvez pas être accompagné par les opérateurs que je viens de mentionner, sauf si vous êtes, contractuel du droit privé, ce qui n'est pas votre cas parce que bon, vous dites que vous êtes fonctionnaire. Comment, en cas de burn-out, faire appel à la médecine du travail si on n'a jamais eu de contact avec un médecin de travail? Alors votre premier interlocuteur, ça sera votre, médecin traitant qui vous conseillera. Bonjour, si je comprends bien, nous pouvons être accompagnés par le CEP plusieurs fois dans notre carrière, pour plusieurs raisons différentes? Oui, tout à fait. Peut-on avoir accès à tous les replays même si l'on n'a pas suivi tous les webinaires? Tout à fait. Sur YouTube, si vous tapez, «Semaine de l'évolution professionnelle», vous allez pouvoir trouver, tous les replays. Mais donnez-nous quelques semaines pour qu'on puisse, déposer toutes les vidéos dessus. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui doivent partir. Je vous remercie de votre attention, de vos témoignages, de vos échanges et au plaisir de vous retrouver sur, d'autres webinaires. Merci et au revoir.